Alors, l'action publique, c'est aussi l'écriture de la loi et le vote de la loi. Et il y a un certain nombre de sujets où la loi doit intervenir. Alors, pour ce qui est de la transition, pour arriver à la transition, on va devoir se passer de la plupart des molécules chimiques. Et l'action publique, c'est faire en sorte que par la loi, on puisse interdire un certain nombre de molécules. Donc on sait que le glyphosate est sur la sellette, même s'il n'y a pas de véritables engagements. Moi, je fais partie de ceux, puisque je serai encore là dans 3 ans, qui monteront au créneau si jamais dans 3 ans on n'y est pas. À savoir qu'on l'inscrive dans la loi et qu'on l'interdise formellement. Mais le glyphosate, c'est très symbolique, mais ce n'est pas le seul. Il y a un certain nombre de molécules qu'on appelle CMR, cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Simplement, le fait de le dire, ça dit ce qu'il en est sur les questions de santé. Alors, quand on parle du monde agricole et on serait censé ne pas défendre le monde agricole, en fait, on défend les agriculteurs, leur propre santé, d'une part. Mais d'autre part, leurs revenus. On sait que cette agriculture conventionnelle, agrochimique, productiviste, elle ne nourrit plus une grande partie des agriculteurs. Alors que les alternatives existent, notamment par l'agriculture biologique, et les agriculteurs qui pratiquent l'agriculture biologique s'en sortent mieux. Donc c'est dire si on est au moment nécessaire de la transition. Il y a certains qui disent qu'il faut donner le temps, sauf qu'on est en urgence, on n'a plus le temps, alors il faut donner juste le pas de temps qui convient, mais pas au-delà. Et tout tant qu'on dira il faut donner le temps, c'est toujours, on sait qu'il y a le poids des lobbies derrière, c'est toujours pour attendre, pendant ce temps-là, on continue de fonctionner comme ça, alors qu'on est en situation d'urgence. Donc pour moi, il y a un moment, on doit dire stop, les alternatives existent. Par contre, on accompagne, parce que ce n'est pas simple, la transition vers l'agriculture biologique. Donc ça nécessite un accompagnement humain, de telle sorte que pour apprendre une autre culture, d'une façon accompagnée, d'une part, accompagnement financier également. Alors on dit que ça va encore coûter de l'argent. Seulement si on met dans la balance les externalités négatives qui sont générées par l'agriculture conventionnelle, je pense à la réhabilitation de la qualité de l'eau, de la santé humaine, de la biodiversité, de la qualité des sols, c'est véritablement tout faux. Cette question de l'agriculture conventionnelle dans ces domaines, alors que l'agriculture biologique, préservation de la qualité de l'eau, préservation de la santé humaine, préservation des équilibres environnementaux, des pollinisateurs, de la vie du sol et de ce fait du dérèglement climatique. Pas d'incidence et à l'inverse, a un effet bénéfique par rapport au climat. Donc cette agriculture-là mérite véritablement d'être aidée. En ce sens, et toujours dans le rôle de la puissance publique, je travaille avec la plateforme pour une autre PAC, dans le cadre de la future PAC. Plutôt de continuer à subventionner l'agriculture à l'hectare, quel que soit le mode d'agriculture, que véritablement, on subventionne véritablement l'agriculture vertueuse via un processus qui a été cité par le président Macron dans son discours de Rungis, les paiements pour services environnementaux. Reconnaître que l'agriculture vertueuse apporte à la société des éléments positifs et donc qui ne coûtent pas à la société, qui font gagner de l'argent à la société, mais dont eux ne profitent pas. Le reconnaître, ce n'est plus subventionner, ce n'est plus les mettre sous perfusion, c'est reconnaître que c'est un travail qui est au service de la société. Ça, c'est un des exemples sur lesquels on doit avancer. Par contre, on est loin du compte. On sait qu'il y a le poids des lobbies, on sait qu'il y a le conservatisme ambiant. Par contre, j'espère bien qu'on va y arriver parce que c'est une nécessité vitale. Un autre aspect important, c'est l'accompagnement de la relocalisation de l'alimentation, via notamment les projets alimentaires territoriaux. Un projet alimentaire territorial, on met tout le monde autour de la table, les élus locaux, les ONG, les agriculteurs, les transformateurs, de telle sorte qu'on prend en compte un territoire où il y a une population et sur ce territoire, il y a des productions agricoles. Comment faire en sorte qu'à l'horizon, on pourrait dire l'horizon 2030-2035, comment faire en sorte que la majorité de l'alimentation, des produits alimentaires consommés sur ce territoire soient produits sur le territoire? Eh bien, ce sera gagnant-gagnant pour les producteurs,
puisqu'on supprimera des intermédiaires, on supprimera des déplacements de marchandises. Donc, ce sera leur intérêt. Et on gagnera aussi en qualité, parce que cette proximité fera qu'il y aura une demande vers des produits de meilleure qualité. Et pour la santé humaine, ce sera mieux, mais aussi pour le lien entre la réhabilitation du lien entre l'agriculteur, qui est un métier extrêmement noble de nourrir, qui est montré du doigt, qui est décrié par certains. Ce métier, il faut véritablement le réhabiliter. Et par cette méthode de projet alimentaire territorial, eh bien, on réussit à mettre tout le monde autour de la table et faire en sorte que tout le monde peut travailler avec fierté, et surtout que les produits consommés soient des produits de qualité et qui respectent notamment l'avenir, et notamment l'avenir des générations futures. On est depuis 50, 60 ans, on va dire, dans une véritable société de consommation. Donc on ne refait pas l'histoire, donc ça a été fait comme ça. Il fallait nourrir, de toute façon, on a poussé le monde agricole à nourrir. Ensuite, on peut dire que le monde agricole a réussi, à coup de chimie, sans s'en rendre compte, ou certains s'en rendaient compte, mais ont poussé les agriculteurs à aller là-dedans. On a produit, on a même surproduit. Et maintenant, on sait qu'on ne peut plus continuer avec cette logique de production, de consommation, avec une minorité qui se fait des bénéfices là-dessus. Pour moi, pour l'avenir, la question de la résilience est une question complètement d'avenir. Et la résilience, ce n'est pas subir. C'est une résilience heureuse, à savoir une résilience choisie, à savoir on n'a pas besoin de consommer tant dans tous les biens de consommation, mais y compris en viande, par exemple. On doit se dire qu'on va devoir consommer moins de viande. Il y a ceux qui vont au bout et qui ne consomment plus de viande, qui sont végétariens, et de plus en plus nombreux. Mais il y a aussi ceux qui, culturellement, mangent de la viande et souhaitent continuer. Beaucoup deviennent des consommateurs de moins de viande, viande de meilleure qualité, et pour le même prix, pour que les agriculteurs soient rémunérés pour la qualité de leur travail, le respect du bien-être animal à tout point de vue. Et c'est comme ça que l'on pourra rééquilibrer les choses. Il y a véritablement derrière cela une question de culture, et on n'y est pas du tout, mais la question de la culture de la résilience est une nécessité absolue pour moi. Mais je le répète, la résilience heureuse, conviviale et choisie.